Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Merci Seigneur pour le privilège, pour la grâce, pour la force, pour ce nouveau souffle de vie, ce nouveau jour. Nous recommandons cette émission. Merci pour ces différentes faveurs afin que ceux qui aiment la vérité écoutent la vérité, entendent la vérité et vivent la vérité. Vivons dans un monde de plus en plus corrompu, prêt à vendre ses semblables, prêt à vendre son prochain Seigneur. Les hommes n'ont plus de cœur. Mais nous savons que dans ce monde rempli de ténèbres, ta lumière continue à briller pour que ceux qui cherchent la vérité puissent la trouver. Bénis ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. En attendant donc essayer de retrouver notre invité de ce matin, Pierre Barnerias, nous allons souffler la musique avec ce chant qui, je crois que vous devez le distribuer, vous devez le partager autant que possible. Quasiment on souffle la musique et on essaie de le repérer. C'est donc ça la France, à l'aube de l'hiver. On met tous un masque et c'est le même qu'hier. Un couvre-feu, un reconfinement. Ce sont les droits de l'homme qui s'en prennent plein les dents. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Je parle de ta liberté. On y va, Pierre est là. Pierre, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien? Bah oui, je vous entends très bien. Et d'abord, je voudrais me confondre d'excuses. Parce que pour le premier rendez-vous, j'avoue que j'ai aucune excuse en fait. Oui. C'est mon petit cerveau qui a été déconnecté pour le second. Je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, j'ai pas entendu le réveil. Et voilà. Donc, je voulais vraiment faire mes plates excuses à vos auditeurs. Voilà. Et elles sont sincères, vraiment. D'autant plus que je suis un ancien de la radio et j'aime énormément ce média. Ah oui, surtout quand vous avez annoncé ici, on a sur les réseaux sociaux, à l'antenne un peu partout. Nous étions dans une confusion totale, Pierre. Oh, écoutez, vraiment, je sais pas quoi dire, si ce n'est, voilà, d'accepter mes excuses. Voilà, j'ai vraiment pas l'habitude de ça, d'autant plus, encore une fois, je vous le répète, que j'ai beaucoup de respect pour les gens de radio. Je viens de la radio, c'est mon média préféré. Oui. Et voilà. Oui. Allô, vous êtes là, Pierre? Oui, je suis là. Alors, il faut déjà dire que on dit souvent ici chez nous, mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Vous êtes là aujourd'hui, c'est le plus important. C'est un plaisir de vous avoir. Pour la gouverneuse auditeur Pierre, vous êtes journaliste. Vous êtes un journaliste chevronné, 30 ans de journalisme environ, c'est ça? En fait, je ne suis plus journaliste au sens où depuis 10 ans, en fait, je travaille pour le cinéma. J'allais y arriver, mais je commençais par là. Vous êtes réalisateur de cinéma, vous êtes directeur de photographie, n'est-ce pas? Vous êtes surtout réalisateur de ce grand documentaire, ou ce grand film, Hold Up, Pierre. Oui, voilà. Oui. Enfin, il n'y a pas de grands films, il y a juste des films qui essayent d'avoir un éclairage différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Oui. Moi, ce qui me plaît, c'est que depuis quasiment maintenant 10 ans, je consacre en fait mes enquêtes non plus aux chaînes de télé mais vraiment au cinéma, qui pour moi, le cinéma est certainement le dernier espace de liberté, parce que voilà, vous n'avez personne pour vous corriger pour vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut écrire, ce qu'il faut penser, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de consacrer en fait tout ce que j'ai appris pendant toutes ces années pour faire ces enquêtes pour le cinéma. Voilà. Oui, mais en vous écoutant tout de suite, il y a une question qui me vient à l'esprit en vous écoutant. Ça veut dire que quand vous êtes journaliste, on vous dit, c'est l'impression que j'ai en vous écoutant, on vous dit ce que vous devez écrire, ce que vous devez faire, mais dans le cinéma, vous êtes un peu plus, vous êtes plus libre.
Non, disons que dans le cinéma, vous avez une liberté totale. Moi, c'est personne pour me dire comment il faut tenir mon crayon. Oui. C'est personne pour me dire, voilà. Et ça, c'est aujourd'hui quelque chose de... Cette liberté, elle est primordiale. Oui. Aujourd'hui, je pense que la plupart des journalistes ne se rendent même plus compte qu'en fait, ils sont tributaires d'une façon de penser, d'une façon de concevoir le monde. Voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, il y a des choses qui sont... aujourd'hui, enfin ça c'est mon analyse, je pense que les journalistes se rendent plus compte qu'ils se sont devenus les plus grands moralisateurs de la vie publique. Ah bon. Ce sont eux qui vous disent ce qui est bien et ce qui est mal. Et ça, pour moi, c'est juste insupportable. C'est tout simplement. Et lorsque vous regardez cette affaire de coronavirus, de Covid, vous constatez que les mainstream ne disent que la même chose, personne ne dit le contraire. Vous vous dites, mais finalement, où va le monde, où va votre métier? Vous qui étiez plutôt supposé guider les gens dans la vérité, afin qu'ils comprennent de quoi il est véritablement question, c'est plutôt le contraire. Ben voilà, moi, vous avez bien fait d'employer ce mot. Moi, la seule chose, moi, j'ai l'habitude de dire que je suis un ramasse-miettes, mais des miettes de vérité. Oui. Et c'est juste ça, comment s'appelle, mon but, c'est d'essayer à travers toutes les informations qu'on ramasse, de faire le tri et d'essayer je suis un quêteur de vérité, c'est tout. Oui. J'ai aucune autre prétention. C'est pas Pierre Barnayas qui dit la vérité, j'en ai rien à faire. Moi, je ramasse les témoignages qu'on me donne, je ramasse, encore une fois, j'ai l'habitude de dire que je suis un ramasse-miettes et c'est tout. Oui. Par contre, là, ce qui m'a un petit peu vraiment agacé, c'est pour ça que j'ai fait ce pas de côté, parce que ce film Hold Up, c'est juste un pas de côté. Oui. À l'époque, j'avais 2 autres films à faire, et quand j'ai vu que je n'avais toujours pas les réponses aux questions que je pense tout le monde se pose, eh ben, j'ai décidé d'aller chercher un petit peu et de comprendre ce qui se passait. Oui, dans un de vos, je vais dire, les mal interviews que j'ai sous mes yeux ici, vous disiez que vous étiez sérieusement fâché parce que nous constatons que vous êtes sérieusement attaqué, pas vous seul, mais surtout vous qui avez donné la possibilité à ces gens-là, pourtant qualifiés de pouvoir parler, vous leur avez donné la possibilité de le faire parce qu'ils n'ont pas cela ailleurs. On vous a traité de tous les noms d'oiseaux et vous dites vous êtes fâché, vous êtes un homme libre, vous verrez la liberté, n'est-ce pas? Qu'à la vie, quelque chose comme ça, peut-être que je vous paraphrase. Oui, je pense que la liberté, elle a un prix. Hein. Elle a un prix, il faut le payer aujourd'hui. Enfin, moi, encore une fois, là, je viens de répondre point par point depuis hier. Et tellement j'ai été sous le choc de toutes ces accusations qui étaient complètement infondées. Enfin, ça a été une calomnie impressionnante. Oui. Et là, je viens de répondre hier parce que jusqu'à maintenant, j'étais dans l'incapacité de pouvoir faire quoi que ce soit. Tant comment s'appelle, la répression a été féroce. Et j'ai répondu point par point à toutes les fausses vérités qu'avait écrites notamment le journal Libération, oui. À partir duquel le vent de tempête est parti, point par point. Oui. Et quand vous répondez et que vous réalisez que tout ce qui a été écrit est faux, eh bien oui, là vous commencez à avoir peur. Oui, je vous permets d'écouter un peu une de vos réactions ici. Pierre, vous êtes là? Oui, bien sûr. Ok. On y va. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Comme ça, vous allez pouvoir répondre. C'est vous qui êtes le journaliste et réalisateur de ce film Hold Up. Donc, vous avez fait un film qui ne défend qu'une seule thèse pour nous dire qu'on est aujourd'hui victime d'un complot et d'une stratégie. Alors déjà, je vais me présenter, d'accord? Parce que je suis vraiment en colère aujourd'hui, vraiment en colère. D'abord, je suis un homme libre, complètement libre et indépendant, d'accord? J'appartiens à aucun parti politique ni société secrète, d'accord? Je mets ma liberté bien au-dessus de ma sécurité. D'accord, ça fait 30 ans que je réalise des documentaires pour la télévision et le cinéma, d'accord? Plusieurs d'entre eux ont été primés dans des festivals internationaux. Et j'ai même été rédacteur en chef adjoint d'une agence de presse pendant 30 ans. Donc je connais bien l'univers des médias. Depuis 10 ans, en fait, je réalise des enquêtes uniquement pour le cinéma. Pierre? Allô? Oui. C'est que maintenant, vous dites que vous êtes fâché, vous êtes vraiment fâché, très fâché. Oui, mais je regrette parce que j'aurais dû répondre à la question tout de suite. Oui. Tout de suite. Mais là, j'étais tellement sous le coup de la colère, comme quoi la colère est vraiment mauvaise conseillère. Oui. Là, quand je me réécoute, je me dis, mais pourquoi j'ai pas répondu? Je ne défends aucune thèse. Oui. Je ne défends aucune thèse. J'apporte juste une contradiction là où il n'y avait pas de contradiction depuis 10 mois. Oui. Donc, vous voyez, comme quoi il vaut mieux
répondre dans le calme, dans la sérénité, plutôt que de répondre sous le coup de l'émotion. Oui. L'émotion est vraiment mauvaise conseillère. Et là, de me réécouter, et là, je me dis, bah, mais Pierre, t'es un abruti, il te pose une question, pourquoi tu réponds pas tout de suite? Mais j'étais tellement fâché parce que toute cette calomnie qui s'abattait, j'ai pas été capable de la supporter, et c'est bien dommage. Oui, c'est dommage, j'étais avec RMC, je crois bien, vous étiez en direct là avec RMC, mais ce que nous constatons quand même ici, nous Africains, nous Camerounais, nous qui essayons aujourd'hui de mener nos petites enquêtes avec cette mascarade aujourd'hui, nous constatons que tous ceux qui sont d'avis contraire sont insultés, sont calomniés. J'avais ici comme invité il y a 2 ou 3 jours Madame Alessandra Arion, que vous connaissez certainement qui était actrice dans votre documentaire. Finalement, on se demande où va le monde aujourd'hui. On ne permet pas aux autres de penser autrement. Vous êtes traité de complotiste, vous êtes insulté comme c'est également votre cas. Ah bah absolument. Ben c'est la vraie question qu'il faut se poser. Et vous savez, j'invite tout le monde à se poser cette question-là. Comment aujourd'hui une maladie dont le taux de survie est de 99,95%, comment une maladie dont le taux de survie, attention, on survit au Covid-19 à 99,95%. Pierre Banana, répétez ça doucement pour que nos auditeurs comprennent. Nous sommes écoutés ici dans au moins 3 régions, des gens de différents niveaux sociaux, n'est-ce pas? Tout doucement, vous dites, pour qu'ils comprennent très bien ce que vous dites, oui. Je veux dire que le taux de survie, oui. Le taux de survie à ce fameux Covid-19, oui, est de 99,95%. 99,95%, c'est ça? Mais oui, oui. Parce qu'on survit à la maladie, il y a 99,95% de la population qui va survivre au Covid-19. Oui. Ça, ce sont les chiffres. Oui. Les chiffres officiels, d'accord? Oui. On dit souvent, voilà, le taux de létalité de 0,04 ou 0,5. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la population en général va survivre à 99,95%. Oui. Donc pour 99,95%, on va leur obliger un vaccin, on va les piquer, on va les vacciner, alors que encore une fois, le taux de survie, c'est-à-dire que la population va survivre à cette maladie sans rien du tout à 99,95%. Donc il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Oui. Il va falloir vraiment qu'on en prenne conscience et qu'on se réveille, quoi. Oui. Ce n'est pas possible. Oui. Ce n'est pas possible d'en arriver là avec des chiffres aussi dingues. C'est tout à fait incroyable. C'est tout à fait. Et aujourd'hui, chez vous en France, vous êtes à Paris? Oui, je suis en région parisienne. Vous êtes parisien? Mais je bouge pas mal. Oui, je le sais. Alors c'est incroyable. Vous, à Paris, on nous annonce, à travers vos médias mainstream, RFI et tous les autres là, 1 million ou 1,2 million cas positifs par semaine. Et j'étais avec Delpine hier, Gérard Delpine, qui d'ailleurs, tout à l'heure, on va évoquer, il apprécie votre documentaire. Il dit, en fait, des cas positifs, ça ne veut absolument rien dire. Ces tests PCR sont faux sur toute la ligne. Mais on réussit quand même à confiner les gens, à les mettre en prison, à les matraquer, on ne comprend pas, vous qui avez mené les enquêtes, on ne sait pas plus sur quel pied danser. Mais c'est juste une manipulation mondiale et c'est ça qui est effrayant. C'est une manipulation qui est colossale puisqu'elle a le soutien de tous les grands médias. Oui. Il y a de masse qui font que répéter ce que dit l'agence France Presse. Oui. Donc les cas positifs, c'est comme si on dirait c'est comme si on vous disait écoutez les enfants, on va confiner tout le monde parce qu'il y a 1 million de personnes qu'on a détecté des traces de rhume. Donc c'est super grave et tous à la maison et voilà. Mais c'est les tests positifs de PCR, c'est même pas moi qui le dis, il y a eu des articles dans le Match, sont faux. Il y a 95% des tests positifs sont faux. Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Il faut juste regarder, et encore une fois, quand vous savez que le nombre de morts est un nombre qui a été faussé également, oui. Là, on ne saura pas. Moi, c'est plus à moi de faire l'enquête maintenant. Moi, j'ai juste fait un petit pas de côté pour dire il y a des choses qui vont pas, en donnant un autre regard. Maintenant, c'est aux journalistes, s'il en reste encore, s'il en reste encore. S'il en reste encore.
c'est d'essayer de se bouger un petit peu et d'essayer de comprendre ces chiffres. Oui. Parce que de confiner un pays, là je viens entendre dernièrement le président Macron qui disait que tant qu'il y aura plus de 5000 cas positifs par jour, on restera en confinement. Eh ben on va rester en confinement pendant tout le temps. Oui. Notre vie. Parce que Oui. détecter des cas positifs à quelque chose avec des tests PCR qui vont vous détecter un résidu de virus de grippe ou de quoi que ce soit, ou de rhume, enfin c'est du grand n'importe quoi. Oui. Et ce que je ne comprends pas, c'est comment on arrive à gober tout ça. Oui. Alors j'ai entendu dans le vif du sujet, parlons de hold up. Lorsqu'il y a quelque chose qui marque quelqu'un, déjà avant même de regarder votre documentaire, si vous avez une petite connaissance d'anglais, le titre hold up, nous savons que c'est volé, c'est dérobé sous la menace même d'une arme à feu. Si on prend la définition, n'est-ce pas? Ça peut être, je veux dire, comment je fais, ça peut dérober une bijouterie, braquer même. Mais qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce qui vous a poussé à donner ce titre à votre documentaire, Pierre Barnéas? Parce que pour moi, c'est un hold-up sur la pensée. Oui. On vous a empêché de penser. Oui. On vous a empêché de penser différemment avec des informations qui sont fausses. Oui. Donc l'arme, c'est l'information. D'accord? Oui. On vous fait peur. L'arme, on vous a fait peur pendant quasiment 10 mois. Oui. Qu'est-ce qu'on vous fait à l'appui? Eh ben, on vous enferme. Oui. Quand on vous fait peur, vous lâchez les mains, vous lâchez votre cerveau. Vous levez les mains plutôt et on vous dit, et puis on vous retire votre travail, c'est grave. Oui. On vous retire votre travail. On vous dit de rester chez vous, de mettre les grands-parents dans une chambre, de les laisser mourir. Et de laisser mourir. Enfin, Oui. je veux dire que qu'est-ce qui s'est passé dans les EHPAD? C'est pas Pierre Barnarias qui le dit. Ce sont juste des faits. Des faits. Aujourd'hui, on sait pertinemment que dans les EHPAD, on a autorisé l'euthanasie. Oui, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Oui. Qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord, mais je m'en fous. Ce sont des faits. Oui. Point. Et donc le hold-up, il était complètement justifié parce que avant tout, c'est un hold-up sur la pensée, c'est un hold-up sur notre réflexion. Il n'y a plus de réflexion. Oui. Tout le monde met son masque. Aujourd'hui, quand je vais me promener en forêt, que je croise des personnes seules avec un masque, mais j'ai de la peine pour eux. Mais j'ai de la peine pour eux. Comment je peux leur dire? J'ose même plus dire, mais attendez, là vous êtes en pleine forêt, même si vous êtes malade, c'est pas grave. Mais et si en plus de ça vous n'êtes pas malade, c'est plus que ridicule. Oui. Mais les gens sont tellement anesthésiés par la peur, et par la peur de quoi? De mourir. Attendez, mais laissez-nous mourir tranquille, quoi. Oui. Mais c'est fou, quoi. Les gens sont terrorisés. J'irai appeler cela la muselière pour les empêcher de parler, de réfléchir. Oui, ayez en tête vraiment le taux de survie à cette maladie est de 99,95%. Donc c'est tout. Il faut juste savoir après qu'est-ce qu'on est prêt à accepter pour ça. C'est grotesque. C'est vraiment grotesque. Pierre Barnès, lorsque votre documentaire est déjà il est mis à la disposition publique, ce qui est étonnant, c'est qu'à moins de 3 jours, on a environ 8 500 000 vues, malgré les critiques. Aujourd'hui, je crois que nous sommes à plus de 15 millions. Je sais pas. Je sais pas. Moi c'est pas le nombre de vues qui m'intéresse. Moi, c'est juste de voir que ce documentaire a été censuré. Oui. Il a été censuré avec une force mais incroyable. C'est-à-dire qu'en moins de 24 heures, Vimeo coupait le film. Oui. Il coupait le film et il remboursait les personnes qui avaient acheté ce film. Ah bon? Moi, mais bien sûr, le film a été coupé, il a remboursé. Moi, j'avais besoin de cet argent parce que le film n'est pas fini d'être payé, quoi. Oui. C'est impressionnant. Moi, je suis un tout petit artisan, j'ai besoin de cet argent pour boucler le film. Parce que, à ma connaissance, permettez-moi de vous couper, Pierre, à ma connaissance, il vous a coûté autour de 290 000 euros, quelque chose comme ça. À peu près. À peu près, oui. 300 000 euros. Oui. C'est rien du tout. Vous savez que le coût, enfin, ça c'est pas même pas, le coût normal d'un documentaire cinéma de 90 minutes est de 550 000 euros. Hein. Ah c'est bon. le coût moyen. Oui. Moi, j'ai fait un film qui est 2 fois plus long et qui va coûter 2 fois. Je pense que c'est le film le moins cher de l'histoire du cinéma. Oui. D'accord. Oui. De l'histoire des documentaires long métrages. Oui. Et là, on m'empêche de récolter le fruit de mon travail.
C'est-à-dire que non seulement Vimeo a coupé le lien et à censurer le film, et ça c'est juste inadmissible, mais en plus de ça, il a détourné les fonds. Je suis content parce que ce sont les personnes qui vont... mais punaise, mais c'est juste incroyable. Mais c'est juste incroyable. Et la cagnotte Tipeee qu'on a montée, parce qu'on s'est dit, oh là là, ça serait bien que la population nous aide, parce que moi j'ai vraiment besoin de... C'est un film citoyen, c'est un film qui a été fait grâce à l'argent de 5300 contributeurs. Tout à fait, tout à fait. Si j'avais pas eu cet argent, jamais j'aurais pu poursuivre et terminer le film. Oui. Et voilà, donc j'avoue que les bras m'en tombent, d'autant plus que ça n'a suscité aucune réaction de la part des médias qui, eux, vivent de la liberté d'expression. C'est-à-dire que les médias vivent de la liberté d'expression, ils sont même pas là pour la défendre. Pire, oui. Ils la pourfendent. Triste. Parce en tapant sur Hold Up comme ils l'ont fait, bah d'abord, et sans s'indigner de la censure, et ben qu'est-ce qu'ils font? À quoi ils servent? Enfin, il y a tellement d'incohérences et tellement de choses absolument incroyables qui se sont passées là en moins de 20 jours que c'est juste sidérant. Oui, encore une fois, les mots me manquent hein, pour qualifier ce qui s'est passé. Hein. Moi-même, je suis dépassé par rapport à ce que j'entends. Je crois vous avez été, si je me souviens sur les actes, RFI en a parlé, mais pas en bien. I24 en a parlé, d'autres grands médias. D'autres sont allés jusqu'à dire que vous avez fait ce film-là pour avoir de l'argent, alors qu'à ma connaissance, vous avez à peine, vous n'avez même pas fini de rembourser les frais documentaires. Je peux me tromper à ce niveau. J'ai suivi ça de Jean-Jacques Crèvecoeur. Mais bien sûr. Là, on a récolté par Ulule 140 000 euros parce que quand vous retirez la TVA et la commission Ulule, 140 000 euros. Oui. Mais putain, le film, il a coûté à peu près 290. On fait quoi maintenant? On fait quoi? Et j'ai pu justement, grâce à d'autres productions que j'avais en cours, avoir un petit peu de trésorerie pour le finir. Mais il va falloir que je rembourse tout ça, quoi. Et sachant en plus de ça que c'est un film, on est indépendant de tout, on est libre, on est indépendant, on n'a rien, on n'a pas de gros mécènes, on ne dépend pas d'institutions, on n'appartient à aucun parti politique, religieux, on est libre, 100% libre. Oui. Et là on vient nous cracher dessus, on vient nous interdire, on nous calomnie parce qu'on a eu le malheur d'entendre une voix un petit peu différente. Mais putain, dans quel monde on est, quoi. Et ça questionne personne, hein. Pierre Banéas, on va souffler la musique et on va revenir à vous. Je vous propose ce petit chant qui vient de chez vous, n'est-ce pas? Je crois que vous allez écouter avec beaucoup de plaisir, hein. On y va, avec le technicien. Un couvre-feu, un reconfinement, ce sont les droits de l'homme qui s'en prennent plein les dents. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, je parle de ta liberté. C'est elle qui est mise en péril, ne les laisse pas flinguer. Tout le code civil, en les laissant décider, ce sont nos droits qu'ils torpillent. À la télé, toujours plus de morts. Tu mets BFM et t'es à Pearl Harbor. Ils veulent nous faire peur en nous parlant de guerre, pour mieux faire passer leur dictature sanitaire. Ne les laisse pas régner, ça ne tient qu'à un fil de voir débarquer l'armée direct à ton domicile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, je parle de ta liberté, c'est elle qui est mise en péril. Si on laissait prescrire les médecins, mais sans malade, plus besoin de vaccins, pour bien jouer le jeu de Big Pharma, y a pas plus de lits, on est dans de beaux draps, on interdit de soigner. Les médecins de ville, on empêche de livrer les réserves de Plaquenil. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, on parle de ta santé, c'est elle qui est mise en péril. Tu ne peux sortir que pour travailler, si tu veux du plaisir, tu peux te toucher. Et si on t'apprend que t'es pas essentiel, que ton existence est superficielle, là tu te sens brisé. Leurs mesures hostiles, t'as pas vu arriver, te servent le poison d'avril. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, je parle de ta liberté, c'est elle qui est mise en péril.
Si tu n'adhères pas à la pensée unique, t'es qu'un complotiste, un égocentrique. Manifester, pour eux, pas question. Y a-t-il encore une liberté d'expression? Non, tu te fais gazer par leurs projectiles. Dès qu'on est regroupés, ils nous envoient leur gorille. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Dès qu'on est regroupé, ils nous envoient le gorille, ils nous gazent. Pierre, pour vous gouverner, mon permis a été confisqué ici parce que j'avais pas le masque pendant au moins 2 à 3 semaines. Il a fallu que je paye une certaine amende. Hein. J'avais pas de masque, j'étais avec ma famille. Et on m'a menacé pourquoi j'avais ma famille dans le véhicule. Le policier, il y en avait 4 ou 5 qui sont apparus. Subitement, ils ont bloqué mon véhicule et ils ont confisqué mon permis. Alors vous avez bien suivi le chant, Pierre? Oui. J'ai eu l'impression que vous riez là-bas de l'autre côté. Hein. Oui, c'est très drôle. Il faudra vous m'envoyer la chanson, le titre de la chanson. Ah oui. La mettre sur Hold Up. Je vais le faire à la fin de l'émission tout à l'heure. Hein. C'est d'ailleurs Rader et je crois Rader qui me l'a envoyé il y a quelques jours. Alors, parmi les gens qui vous attaquent, vos détracteurs, ceux qui vous insultent, ce qui est étonnant, c'est qu'ils insultent tout le monde, même des scientifiques de renommée mondiale comme nous avons eu chez Alexandra Arion et tous les autres là. Ils disent que vous avez seulement écouté un côté, vous n'avez pas écouté l'autre, Pierre? D'abord, c'est faux. Donc il faudrait qu'ils regardent le film à nouveau, hein, parce que dans le film, il y a et je fais parler également les Olivier Véran, je leur fais dire ce qu'ils ont dit depuis 10 mois. Le seul problème, c'est que ce film est à lui seul une contradiction. Ça fait 10 mois, pendant 10 mois, on n'a eu aucune contradiction. Tout à fait. Il y a un film qui arrive avec une petite contradiction et on lui tombe dessus. Qui refuse la contradiction? Enfin, de qui se moque-t-on? Sérieusement? Et encore une fois, j'insiste bien, ce documentaire est un documentaire cinéma, avec un point de vue, avec une construction. Mon premier point de vue, c'était de savoir, de réhabiliter le virus. Je voulais réhabiliter le virus. Le virus fait partie de la vie. On va vivre avec lui. Il ne faut pas le combattre. Il ne faut pas le tuer. Oui. Le virus fait partie de la vie. On a été créé par le virus. Oui. C'est le virus qui a créé notre ADN. Oui. Donc au départ, je voulais réhabiliter le virus. Et après, au fur et à mesure de mes petites recherches, qui n'ont pas été terribles à faire, hein, j'ai découvert que peut-être le véritable hold-up n'était pas là où on le pensait. Oui. Que le véritable hold-up était, comme j'essaye de le montrer dans le film, avec des arguments, mais c'est une construction, c'est une œuvre de l'esprit. Hein. Un documentaire, c'est une vraie création. Tout à fait. J'ai essayé de le monter en montrant que peut-être le hold-up, c'est la disparition de la monnaie liquide. Oui. Le véritable hold-up est là. Nous en parlerons, Pierre, de cette disparition de la monnaie liquide. J'aimerais revenir sur un autre point parmi vos détracteurs. Ils disent que certains se sont rétractés, parmi lesquels Double Blasi, n'est-ce pas, qui ne se reconnaît pas dans les propos qu'il y a dans le film. Or, vous allez me confirmer ou infirmer, vous avez, Radem l'a dit, hein, Serge Radem l'a dit, vous avez passé le film à ces gens-là 5 jours avant à sa sortie. Est-ce que c'est vrai? Mais bien sûr. Oui. Et vous savez, il n'y a aucun producteur de télévision, de cinéma qui n'aurait fait ça. Moi, 5 jours avant la sortie du film, j'ai envoyé le film à tous les participants en leur disant, écoutez, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? J'attends votre retour. Voilà. Donc, voilà, on peut pas dire qu'il n'y a pas eu plus de transparence, c'est ce qui explique aujourd'hui. Mais ça montre juste également la puissance de feu des médias. Oui. Parce que je pense que Monsieur Douste-Blazy, comme Madame Charlot, n'a pas pu, ont eu du mal, Monique, voilà, j'ai cherché son nom, ont eu du mal à résister à cette avalanche de calomnie sur ce film, en nous traitant de complotistes, en nous traitant d'antisémites. Oui, j'ai entendu ça, hein, j'ai entendu ça, là on vous a traité d'antisémites, vous vous détestez, bref, presque on a tout entendu. Ben oui, non mais ce que je veux dire par là, c'est que je n'en veux pas du tout à Madame Pinson-Charlot et à Monsieur Douste-Blazy. Je pense que juste, ils n'ont pas supporté la pression qui leur est tombée dessus. Oui. Alors que tous les autres, il y a plus d'une trentaine de personnages dans le film. La vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi il n'y a pas eu plus de défections. Pourquoi il y a 2 prix Nobel dans mon film, il y a 7 professeurs, il y a des quantités de médecins. Pourquoi ils sont encore là? Oui. Pourquoi ils sont encore solidaires du film?
si vraiment ce film était une grosse merde, était un tissu de mensonges. La vraie question, elle est là. Oui. Donc ça veut dire que c'est juste d'avoir été d'avoir vilipendé ce film et donc tous les participants. Ben voilà, il y a eu effectivement, il y a eu 2 personnes qui se sont désolidarisées. Mais bon, ça montre juste la férocité de l'attaque. Oui. Alors à votre avis, vous êtes complotiste, vous définissez comment? Un lanceur d'alerte, un journaliste ou quelqu'un qui recherche tout simplement la vérité? Je suis juste un chercheur, un ramasse-miettes. Voilà comment je me définis. Oui. Je suis un chercheur de vérité. Point. Là, je me reconnais même plus dans le journalisme parce pour moi, il n'y a plus de journalistes aujourd'hui. Ah bon? C'est-à-dire que c'est pas possible. Moi, je l'ai été. Pourquoi je travaille depuis le cinéma depuis 10 ans? C'est parce que justement pour garder ma liberté. Oui. Vous savez, ma liberté, je la mets très très au-dessus. Je la mets bien au-dessus que ma sécurité. Oui. La liberté, pour moi, elle n'est pas négociable. Oui. Elle n'est pas négociable. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On confine, on nous indique où marcher dans les grandes surfaces, machin. Il faut suivre les flèches. Pour aller en gare, c'est pareil. Encore une fois, le monde dans lequel on est entré est juste délirant. Oui. Alors Pierre, voilà une question que je pose. Dans votre documentaire en fait, il est extraordinaire, et nous l'avons diffusé ici à la radio déjà 2 ou 3 fois. Nous ne voyons pas de véritables Africains, de scientifiques africains. Vous avez des dizaines de scientifiques, professeurs, prix Nobel, comme vous dites, qui parlent de cette mascarade mensonge du Covid-19, n'est-ce pas? Mais nous ne voyons pas des Africains. Pourquoi? Bah oui, il n'y a pas d'Africains, comme il n'y a pas d'Asiatiques, comme il n'y a pas... J'aurais bien aimé, mais il faut pas m'en vouloir, parce que je pense que j'ai lu des témoignages à la suite du film Je voulais terminer en plus par un docteur qui mettait les pendules à l'heure, qui remettait les pendules à l'heure. Malheureusement, voilà, c'est juste une question de temps. Une question de moyens. J'ai fait ce film dans l'urgence, mais je peux vous assurer que vous avez bien raison de poser la question, parce que vous avez la sagesse. Et je pense que l'Afrique est en train de donner une leçon par sa résistance à toute cette déferlante, une vraie leçon à l'Europe. Et j'ai été bouleversé par les propos, je ne sais plus où j'avais, d'un médecin, mais qui était vent debout contre ce qui se passait. Et voilà, parce que vous avez le bon sens. Vous avez le bon sens. Vous savez, moi j'étais très touché et on m'a reproché d'avoir mis par exemple des chauffeurs de taxi dans mon film. Ah bah regardez son enquête, il fait parler des chauffeurs de taxi. Et ben ouais. Et ben moi mes petits chauffeurs de taxi, ils avaient donné la réponse qu'un prix Nobel de chimie a donné la même réponse qu'un prix Nobel de chimie. Oui. Parce qu'ils ont le bon sens. Oui. Et quand vous êtes connecté au bon sens, eh ben vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Oui. Et le bon sens aujourd'hui, il y en a plus. Et surtout chez nos dirigeants et chez les Bac plus 10. Parce qu'ils sont tellement ils sont imbus d'eux-mêmes. Ils sont tellement noyés dans leur intellectuel qu'ils se rendent même plus compte que la situation est juste aberrante. Donc voilà, ce film est un vrai film citoyen qui rend hommage au bon sens et au bon sens des petits gens. Vous savez, de ce que François Hollande appelait les sans-dents, de ce que monsieur appelle les inutiles. Eh bien oui, moi je suis content d'être un inutile. Moi je suis content d'être un sans-dents. Oui. Et c'est pas faire de la démagogie de dire ça, mais c'est juste un constat qui est terrifiant de voir nos élites se comporter de la sorte. Et voilà quoi, je sais plus quoi dire. Est-ce que dans vos enquêtes, Pierre, vous avez aussi remarqué, vous avez découvert que le cas par exemple du président Bélarus, il dit qu'on lui a proposé de l'argent, le FMI autour de 900 des poussières de millions de dollars pour qu'il confine son pays. C'est un gouvernement qui ont été payés, ça veut dire qu'ils ont reçu de l'argent pour confiner leur peuple et les faire respecter les mesures prétendues barrières. Mais bien sûr, il y a bon nombre de chefs d'État africains qui également ont été confrontés à ça, c'est-à-dire à la corruption du FMI. Oui. C'est juste hallucinant. Bien sûr, je voulais mettre cette partie dans le film, mais il y avait plus la place. Parce que j'avais effectivement entendu le témoignage du président biélorusse, je crois, oui. C'est ça, hein, oui.
qui racontait, voilà, haut et fort que il a dit non. Il a dit non. Mais c'est quand même. Et personne ne se pose la question également d'où viennent ces centaines de milliers d'euros, de milliards d'euros. Là, il y a des centaines de milliards d'euros qui tombent partout. On sait plus. On a perdu la notion maintenant des chiffres. Mais je comprends pas. Il y a moins d'un an, le monde était dans une crise financière gigantesque. Et là, tout d'un coup, il y a des centaines de milliards qui pleuvent partout. Et on ne sait pas d'où ça vient. Et on ne sait pas comment on va les rembourser. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout d'un coup, la planche à billets refonctionne? Oui, moi je pense qu'il y a des vraies questions. Et je suis triste de voir que on les entend pas. Et les réponses encore moins. Pierre, j'ai cet article sous mes yeux ici, je vais vous le lire. Hier, j'en parlais avec Dr Gérard Delpine. Il dit, dans le cadre des appuis financiers en faveur de la lutte contre la pandémie du Covid dans le monde, le conseil d'administration du Fonds monétaire national a approuvé le 21 octobre 2020 un second décaissement au bénéfice du Cameroun d'un montant de 156 millions de dollars USA, soit 86 milliards de francs CFA. Ce décaissement effectué au titre de la facilité de crédit rapide, en abrégé FCR, porte ainsi à 382 millions de dollars, soit 211,3 milliards de francs CFA, l'enveloppe déjà mise à la disposition par FMI afin d'aider le Cameroun à financer son plan de riposte contre le Covid-19. Vos impressions? Voilà mon impression, ça me fait hurler de rire. Ça me fait hurler de rire. Enfin, franchement, mais de qui se moque-t-on encore une fois? Vous avez combien de décès? Vous avez combien de décès liés au Covid-19 au Cameroun? C'est quoi votre taux de létalité, cher monsieur? Au Cameroun, je connais pas les chiffres du Cameroun. Moi, je n'aime même pas en parler parce que le paludisme tue les gens ainsi tous les jours, rien n'est fait, n'est-ce pas? Nous avons des maladies, c'est comme la typhoïde, elles sont légion. Quand vous regardez le nombre de morts dans le monde déjà dessus des accidents cardiovasculaires, nous sommes autour de 18 millions. Finalement, vous savez, Pierre, nous sommes tout simplement dépassés par les événements. Nous sommes dépassés. Moi, je suis pasteur, Pierre, vous le savez, je suis révérend, et nous faisons des forages dans la grande région qu'on appelle la région du Grand Nord. Les gens n'ont pas de l'eau potable là-bas, ça il faut le dire. J'ai passé 2 semaines là-bas. Les gens, pour problème de salle de classe et au-delà, vous comprenez qu'il y a mieux à faire ailleurs. C'est si on demandait mon avis. Il y a mieux à faire ailleurs que de se laisser étrangler par ce genre d'histoire. Mais résistez, vous êtes je pense que vous êtes vraiment un exemple pour le monde, le peuple africain. J'aime énormément l'Afrique. J'ai eu la chance de faire plusieurs tournages, notamment un film sur le paludisme qui mettait en alerte, qui montrait déjà qu'une maladie, vous vous rendez compte, le paludisme tue chaque année, je ne sais plus, 700 000 morts. Oui, environ 650 000 par an, 250 millions d'infections. Non mais c'est monstrueux. Et c'est une maladie moyenâgeuse, il n'y a toujours pas de vaccin. Oui. Et là, pour une maladie dont le taux de survie est de 99,95%, on va confiner la terre entière, mais c'est pas possible, c'est juste pas possible. Donc moi j'ai confiance, je reste confiant, parce que je pense que le bon sens, le peuple d'Afrique a du bon sens et il va le faire savoir. Vous allez le faire savoir. C'est pas possible. Mais effectivement, il y a une corruption qui est telle, notamment de nos élites, que face à l'argent, quand vous avez comme ça la planche à billets ou des centaines de millions de dollars ou d'euros qui déboulent dans les pays, c'est facile d'acheter la conscience des présidents africains. Mais comme là, on a acheté regardez la corruption qu'il y a en Europe, c'est juste monstrueux. C'est juste monstrueux de savoir que on va reconfiner sur la base de chiffres qui sont faux. Mais moi, ce qui m'interroge le plus, c'est comment plus personne n'a une capacité de recul aujourd'hui. Quand je vous ai parlé du taux de survie, je pense que ça devrait faire réfléchir tout le monde. Tout à fait, oui. Tout le monde devrait se dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Un taux de survie de 99,95%, on ne fait pas ça. On ne va pas cloisonner un pays. On ne va pas imposer des masques qui ne servent strictement à rien. À rien, oui. On va pas imposer les tests PCR, toutes ces choses-là. Les tests
PCR Oui. qui sont remboursés, Oui. qui coûtent une fortune, qui creusent le déficit de la Sécu. Ben, attendez, allô, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Allô, la raison? Non, c'est impressionnant quand même. Je suis vraiment impressionné. L'un de nos invités ici que vous connaissez, qui est acteur dans votre documentaire, dans votre film Hold Up, je crois qu'il s'agit de Serge Radé, je le cite, et comme je peux citer plusieurs autres qui sont intervenus ici, dit on l'a perdu. Je ne sais pas si on va le retrouver avant la fin, parce que avec lui nous avons calé 1 heure. Juste après lui, on devait prendre un autre, Serge Radé. Vous savez, vous avez ici dans le cas d'NB1 plusieurs témoins, des scientifiques de renom sur le plan. Il a parlé dans son documentaire, il a évoqué des prix Nobel, des professeurs et tous ces autres pour vous amener à comprendre. J'étais avec un autre hier, Serge, je veux dire, ils sont tellement nombreux avec qui on échange, Casimir, que je sais même, j'ai embrouillé finalement. Vous l'écouterez demain, il s'appelle Gérard Delpine. Il m'a dit qu'il est prêt à débattre, ils sont prêts avec tous ces gens-là qui sont pro-Covid. Malheureusement, il dit qu'ils n'acceptent pas les débats parce que tout ce qu'ils savent, tout ce qu'ils disent là, c'est le mensonge. Ils préfèrent les insulter par derrière. Mais si vous êtes médecin, vous êtes, je ne sais pas, même ministre de la Santé, vous voulez dire le contraire, n'est-ce pas? Ils disent qu'ils sont prêts à vous affronter ici, n'est-ce pas, pour montrer au peuple dans le monde que là vous trouvez que vous êtes des menteurs, vous avez pris l'argent de Big Pharma ou de Fomenté. C'est pas moi qui le dis. Vous écouterez d'ailleurs de Delpine ici demain, parce que il y a également programmé tous ces grands scientifiques. Nous ne sommes rien. C'est pour ça que je le dis souvent, Dieu a permis qu'on ait des gens qui peuvent vous parler peut-être d'égal à égal, parce que nous, vous avez dit ici qu'on a commencé par des vaccins, que nous ne tuons rien du tout, en fait, des inutiles. C'est ce que vous avez essayé de dire, parce que j'ai reçu quelques 2 ou 3 coups de fil de menaces et d'intimidation. Alors, voilà votre niveau. Donc, allez débattre là-bas. On le dit, je le répète. Tous me le disent, hein, que ce soit le ministre, que ce soit tous les personnels de la santé qui est pro-Covid. Ah oui, Pierre est là. Allô, Pierre? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui se passe. Dans notre jargon, on aurait pu dire que c'est le diable, il ne veut pas que les gens écoutent la vérité. C'est incroyable ça. C'est incroyable, c'est incroyable, mais vous êtes revenu, c'est l'essentiel. Vous êtes là, je ne sais plus à quel niveau on était, je sais vraiment plus. J'ai été embrouillé, j'ai essayé de vous joindre par tous les moyens, bon, mais j'ai pas réussi. Bon, vous êtes là, c'est bien, c'est le plus important. Qu'est-ce qu'on va dire, Pierre? Je sais pas, dites-moi, le plus important, moi le seul message que j'ai pas de message, hein, mais qu'est-ce que je veux dire, le seul, oui, le message du film, en fait, c'est juste un appel au bon sens, quoi. On montre des faits, on a quand même des gens qui sont compétents, qui sont des scientifiques hautement qualifiés. Regardez, personne ne s'est posé la question, ne m'a posé la question sur les propos de Michael Yeadon, Oui. qui est quand même l'ancien directeur de recherche de Pfizer, Oui. et qui lui est stupéfait de voir comment ses propres collègues lui mentent directement. Donc il y a un gros problème. Personne ne remet en cause les propos comment ça s'appelle, de Mike Leavitt, qui est quand même prix Nobel de chimie, et qui Oui. nous dit que ça va pas, c'est pas possible. Les prédictions qui même taclent les prédictions de Neil Ferguson. De Neil Ferguson. Oui. Pourquoi? Ce qui est quand même étonnant, c'est que toutes les critiques qui nous sont tombées dessus sur ce film correspondent à rien du tout. Oui. C'est du détail. Par contre, les vraies questions sur les dégâts du confinement, sur pourquoi le confinement, sur la Suède qui quand même s'en sort très très bien. Moi, je monte des tableaux, je monte vraiment un contrepoint qu'on n'avait jamais entendu. Ben, pourquoi on refuse de l'entendre? Pierre, En fait, ce film ne fait que poser des questions. Pierre, voici un extrait pour les auteurs de votre film. Vraiment, je dis merci. C'est un travail extraordinaire. Je crois que beaucoup de personnes sont en train d'ouvrir les yeux. J'ai d'ailleurs un beau-frère qui était pro-Covid à 1000 à l'heure. Aujourd'hui, à cause de votre film, il vit en France, d'autres vivent en Suède. À cause de votre documentaire, ils ont décidé de fermer la bouche parce que il y a trop de vérité dans ce film, à moins que vous soyez de mauvaise foi. Écoutons un extrait de votre film. Chaque fois que nous perdons une part de liberté au nom de la sécurité, au nom de la santé, on ne les retrouve plus. La peur du virus
virus impacte gravement la santé psychologique de très très nombreux de mes patients. Et les sujets âgés veulent plus sortir, ils veulent plus voir leurs petits-enfants, ils sont terrorisés. Les effets collatéraux majeurs, ils sont à la fois sanitaires, sociaux, économiques, systémiques. Sanitaires, vous avez des infarctus non revascularisés sur le premier confinement, des gens qui sont pas venus, ils avaient mal dans la poitrine, ils sont pas venus, ils sont retrouvés avec un cœur à la caisse en insuffisance cardiaque terminale. Vous avez des cancers, des leucémies, des lymphomes qui ont 3, 6 mois, 7 mois de retard diagnostique et thérapeutique. Et on voit des formes qu'on voyait plus depuis 30 ans, avec des pertes de chance en termes de pronostic qui sont majeures. Si j'étais le politicien, je me dirais, j'ai probablement sauvé personne de la Covid et j'ai tué 75 000 de mes concitoyens. On s'arrête à ce niveau. Si j'étais un politicien, je me dirais, je n'ai sauvé personne de la Covid, mais j'ai plutôt tué 75 000 personnes de mes concitoyens. Oui. Et vous savez, et c'est un Africain dans le film qui le dit. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas d'Africain. Eh bien si, il y a le petit Mamadou qui donne exactement le même résultat que le prix Nobel de chimie. Oui. Et Mamadou, qui est chauffeur de taxi dans le film, et dans la vie d'ailleurs, oui. Qu'est-ce qu'il dit Mamadou? Mamadou, il dit la chose suivante, voilà. Actuellement, ce qui se passe, c'est comme si vous êtes au volant de votre voiture et vous perdez le contrôle de votre véhicule. Oui. Et là, vous avez deux options. Soit vous allez sur le trottoir de gauche, il y a une personne, soit vous allez sur le trottoir de droite, il y a 30 personnes. Oui. Et bien là, qu'est-ce que fait le gouvernement? Au lieu d'aller sur le trottoir de gauche où il n'y a qu'une personne, il va sur le trottoir de droite où il y a 30 personnes. Oui. Eh bien, je trouve que Mamadou, j'avais pas son nom j'ai pas pu avoir son nom, donc j'ai juste mis son prénom. Et ben Mamadou, il donne exactement il a la même réaction, la même réflexion qu'un prix Nobel de chimie. Oui. Dans le film, qui dit exactement la même chose avec des mots différents. Oui. Donc le bon sens, c'est vous vous l'avez en terre d'Afrique, parce que vous êtes resté connecté à la nature, vous avez les deux pieds sur le sol, et vous êtes en capacité d'avoir justement cette réflexion qui est juste le bon sens, quoi. Oui. Pierre, le succès de Hold Up, n'est-ce pas, est-ce que cela est dû à la confiance, la crise qui existe entre les Français et les pouvoirs publics? Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que malgré ce qu'on dit, les insultes et tout, il y a quand même un grand succès. Il y a des gens qui prennent conscience en regardant votre documentaire, votre film. Est-ce que c'est dû au fait que quelqu'un a dit, je crois que dans ce documentaire-là, il ne croit plus au gouvernement, aux autorités, tout ce qu'ils disent, elles disent, là c'est de mensonges, il ne croit plus du tout. Est-ce à dire que c'est à cause de cela que votre documentaire, votre film a beaucoup de succès en France, et même aujourd'hui dans les pays francophones, puisque je connais le film en question, il a été diffusé ici? Oui, nous on est en train de travailler sur la version anglaise, donc on va vite faire la version anglaise. L'explication du succès, je peux pas le dire. Moi, je sais pas pourquoi ce film. Encore une fois, il y avait aucun acte prémédité de ma part. Moi, j'ai fait ce film, c'est un pas de côté, tellement j'étais révolté de ne pas avoir de réponse à mes questions. Après que le film ait eu un succès, encore une fois, moi. J'ai du mal à le voir, le succès, parce que ce film, il a été quand même censuré, quoi. Et que la version que vous voyez peut-être sur les réseaux sociaux n'est pas la version finale. La version finale, elle se termine par des médecins. Et c'est ça qui me gêne le plus, c'est-à-dire que la version finale du film, je pense qu'il y a très peu de personnes qui l'ont vue. Et il y a quand même la version finale, alors je le dis à vos auditeurs, la version finale c'est 2h51 et non pas 2h43. Si vous voyez la version de 2h43, ça veut dire qu'il manque pas mal de choses. Oui. Des choses hyper importantes. Oui. Mais voilà, en tout cas, sur l'explication du succès, j'en sais rien, je suis pas qualifié pour expliquer pourquoi il y a eu ce succès. Mais quand j'entends les débilités qu'on raconte qui expliquent que j'aurais hypnotisé les gens, que ce film était une manipulation. Oui, vous aurez peut-être grossi les voix, grossi les faits, des effets secondaires, on a entendu tout ça. Mais vous savez, parce que ces gens-là n'ont jamais vu un documentaire de leur vie, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut qu'ils regardent un vrai documentaire cinéma. Et quand ils regarderont un vrai documentaire cinéma, ils se rendront compte que oui, la musique est importante, que oui, les témoignages, que oui, le montage est important. C'est juste. Mais il y a un proverbe africain qui dit qu'on ne jette des pierres que sur un arbre qui porte des fruits. Hein? Donc, ça, c'est un proverbe africain. Très bien. Donc, je pense que si. En tout cas, oui.
En tout cas, moi, ça me fait plaisir de passer sur votre antenne parce que j'ai une vraie fascination de cette terre africaine, vraiment. Et à chaque fois que j'ai la chance d'aller en Afrique, et ben, c'est un vrai bonheur parce qu'il y a des couleurs, il y a des paysages, il y a surtout une façon d'être et de vivre qui est, ben voilà, on a tout à apprendre de l'Afrique, vraiment. Et je le pense réellement, et c'est pas de je vous dis déjà en passant, et à tous nos amis là-bas qui interviennent ici, vous êtes les bienvenus au Cameroun, et je pense que nous sommes capables de prendre soin de vous ici. Si vous êtes là, on est capable de prendre soin de vous. Vous ne manquerez de rien si vous êtes ici, nous sommes là quand même. Ça, je peux déjà vous le dire, vous le rassurer. Bon. C'est très gentil, merci. Alors on sort avec cette dernière... Oui, allez-y. Non, ce qu'il faut juste, c'est maintenant réfléchir sur comment faire face à cette... Parce que moi, ce dont je me rends compte, c'est que il y a quand même une puissance financière qui est géantissime et qui est en train d'acheter tout le monde. Et comment faire face à ce déferlement, c'est juste la question. Donc il faut bien réfléchir sur la façon de contrer ce hold-up mondial, parce que c'est vraiment un hold-up mondial auquel on assiste. Hein. Oui, justement, je me rappelle, pendant que nous sommes en sortie, vous deviez parler de cette imposition, je me souvenais sur les dates de la monnaie électronique, afin de contrôler les gens. Vous devez évoquer ça ici à l'antenne. Je crois que cela me revient à l'esprit, peut-être avant qu'on ne se sépare. Moi, c'est une piste, encore une fois, j'en sais rien. Oui. Mais ce qui est quand même très bizarre, c'est que la disparition de la monnaie liquide, de la monnaie liquide, c'est pas Pierre Barnarias qui en parle. D'abord, Pierre Barnarias, il sait rien. Pierre Barnarias fait parler des gens. Et quand j'ai des gens qualifiés qui me disent qu'effectivement qu'il y a des grands acteurs du numérique qui sont en train de travailler, monter des sociétés, des sociétés justement sur le numérique avec la crypto-monnaie, quand vous entendez la présidente du FMI dire que ça y est, il va y avoir une crypto-monnaie européenne et qui va être mise en place très rapidement, ben quand vous n'avez plus de monnaie liquide et que tout est à base de crypto-monnaie et autres, ben oui, là on va rentrer en esclavage. On va vraiment rentrer en esclavage. Et putain, vous savez de quoi je parle, hein. Oui. L'esclavage, hein. Je parle à des Africains, donc c'est juste monstrueux. Et la disparition de la monnaie liquide, je crois que le Canard enchaîné en parlait dernièrement dans un article. Le Canard enchaîné n'est pas un journal complotiste. Oui. Donc d'évoquer cette situation, ou du moins cet objectif qui est celui de plusieurs décideurs, et ben, en quoi est-ce complotiste? C'est ça qui est dingue, c'est-à-dire qu'on peut même plus essayer de comprendre la situation. Quand on émet des hypothèses, à savoir la disparition de la monnaie liquide, qui est étayée dans le film, parce que je montre qu'effectivement, il y a des grands acteurs financiers qui se lancent dans la crypto-monnaie et dont les cours en bourse ont grimpé pendant le Covid. C'est intéressant quand même. Oui, oui. De montrer pendant ça. que les pauvres deviennent plus pauvres pendant le Covid, il y a des gens même je me souviens de quelqu'un, dont je me nom qui a eu, soit Zoé Bezos, je sais pas quoi, il a eu 13 milliards, il a gagné 13 milliards en un jour, hein, pendant que les autres s'effondrent complètement. Ouais. Je vais juste vous donner, pour terminer, 3 chiffres. Oui. D'accord? Oui. Il y a 10 ans, je crois que il y avait 80 personnes dans le monde qui possédaient la moitié des richesses de la planète. Oui. Il y a 10 ans. Oui. 80 personnes dans le monde possédaient la moitié de la richesse de la planète. Oui. Il y a 5 ans, c'était 69 personnes qui possédaient la moitié de la richesse du monde. Oui. Il y a un an, en 2019, c'était 18 personnes. 18 personnes. 18 personnes possédaient à elles seules la moitié des richesses de la planète. Incroyable. Donc, juste, voilà, il faut juste prendre conscience que, oui, il y a des choses qui se passent en ce moment, juste avec le pouvoir financier, juste avec l'argent, qui sont des choses qui sont, pour moi, en tout cas, moi, qui me questionnent plus, mais qui peuvent alimenter des révoltes et autres. Mais c'est ça qui est gravissime, parce que vous savez, le nouveau Dieu aujourd'hui, c'est l'argent. Hein. Oui. Il n'est pas nouveau, mais c'est vraiment le maître. Hein. C'est celui qui dirige le monde. Serge, merci. J'espère que je vais dire Pierre Barnarias, merci. Quand on aura besoin de vous, vous pourrez encore trouver le temps, n'est-ce pas, pour notre radio, pour notre émission. Mais avec grand plaisir, d'autant plus que
La radio est vraiment mon premier amour. J'ai été rédacteur en chef sur RTL2 pendant 3 ans. Et chaque journée, je faisais la bonne nouvelle du jour. Donc c'est vous dire que je suis animé par des informations positives. Mais en même temps, ce qui m'anime le plus en ce moment, c'est d'être un chercheur de vérité, parce qu'on est dans un tel mensonge, on est dans un tel brouillard que il faut essayer de remuer tout ça, quoi. Pierre Baneyas, merci. Merci à vous, et puis encore une fois, toutes mes excuses pour ces deux ratés là de. Non, c'est déjà pardonné. Nous sommes bel et bien ensemble, ça s'est très bien passé. Merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine, au revoir. Bye bye. Musique, bye bye. Amis fidèles et tendres, nous avons en Jésus-Christ toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.